Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Regard d'Anouar. Le Regard d'Anouar, c'est la chronique de Noam Anouar, ancien policier, lanceur d'alerte et désormais chroniqueur aux médias TV. Pour notre plus grand bonheur, l'épisode d'aujourd'hui est consacré à un seul thème, le fichage S, les fichiers S. Un fichier S, c'est une personne considérée comme dangereuse par les services de police et au sujet de laquelle une fiche a été émise à son insu. Une fiche qui appelle les différents services de police auxquels il peut avoir affaire à redoubler de vigilance. A priori, c'est tout à fait normal, surtout dans une période comme la nôtre, marquée malheureusement par des attentats terroristes. Mais de plus en plus, on a l'impression que ce type de fichage unilatéral est utilisé contre des dissidents politiques ou contre des personnes qui dérangent pour des raisons X ou Y, y compris dans les rangs de la police. On en parle avec Noam Anouar, bien sûr, mais aussi avec l'avocat Vincent Brengard, qui a déjà travaillé sur des dossiers de ce type. Salut Noam, comment tu vas? Bien, merci. Vincent. Bonjour. Bonjour, il fait assez chaud dans le studio du média, donc on va le faire sans transpirer, en essayant de ne pas transpirer trop. On va organiser cette émission autour de cas concrets qu'on va analyser. Le premier cas, c'est celui d'un ex-policier devenu fichier S alors qu'il était dans la police et dont la vie a été complètement gâchée en raison de ce fichage qu'il dénonce comme complètement fantaisiste. Bon à savoir, ce policier que vous allez entendre bientôt est un Français originaire des Antilles et musulman. Il est passé sur le plateau du Média où il a répondu aux questions de Noam sous couvert d'anonymat. On va regarder son témoignage très riche en plusieurs petits bouts, mais je vous encourage vraiment à tout écouter parce que c'est édifiant, c'est très très édifiant. On commence par la première partie. Notre témoin nous explique comment il est entré dans la police, les vexations qu'il a pu subir et qui se sont démultipliées quand il a voulu passer d'adjoint de sécurité à gardien de la paix via un concours. J'ai 33 ans, je suis né en France, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, donc je suis marié, j'ai 2 enfants. Voilà, je suis rentré dans la police en 2017 jusqu'en 2019. Vous avez travaillé à quel endroit? À la DTSP 93, à la Direction territoriale de la sécurité publique du 93. J'ai travaillé à la salle de commandement de novembre 2017 à janvier 2018. Et puis du jour au lendemain, pour une raison que j'ignore, on m'a déplacé dans un autre service, le service des statistiques. Quand je suis rentré en école de police, tout s'est très très bien passé. J'ai appris plein de choses, on a travaillé en équipe et ça m'a plu. C'est ce qui m'a confirmé que je voulais être policier. Et puis après toute école de police, il faut être affecté. Donc j'ai été affecté et le jour de mon affectation, on est reçu par un chef de service et la première chose qu'il m'a demandé, c'était mes origines. Donc, Et quelles sont vos origines? Antillais, je suis antillais, je suis né en France, métropole, je suis antillais et c'est ce qui m'a choqué. Et donc j'ai répondu que j'étais français. Et ça paraissait pas satisfaire la personne en face de moi. Et puis, j'ai pris mon poste quelques semaines, ça a été très rapide. Et puis voilà, du jour au lendemain, on m'a changé de service, sans me dire pourquoi, la raison, sans prendre en compte mes contraintes familiales. Ça a été très très difficile pour moi, parce que j'ai des enfants. Et j'ai dû trouver une crèche et c'était très difficile cette période-là. Je suis de religion musulmane. Donc j'ai été affecté au service dans une autre section qui se trouve toujours à l'état-major. Il y a un gradé qui m'a reçu. Et je me souviendrai toujours que lors de l'entretien, il m'a dit que ma hiérarchie avait des préjugés à mon encontre. J'ai toujours fait preuve de neutralité dans l'exercice de mes fonctions. Ma pratique est personnelle, elle ne se voyait pas dans mon travail. Et ça fait partie du devoir de policier, la neutralité. C'est des choses qu'on apprend en école de police et qui est pertinent pour moi, tout simplement. Bien sûr, j'ai voulu poursuivre ma carrière en passant des concours, comme tout jeune policier. J'ai réussi le concours de gardien de la paix. Mais juste avant, j'ai été convoqué au service disciplinaire qui se trouve à la préfecture de police à 2 reprises.
La première fois, on m'a envoyé un courrier pour dire que c'était une enquête me concernant. Donc c'était un entretien de 3 heures où j'ai été matraqué de questions sur ma vie privée sans me donner réellement la raison de ma présence pendant 3 heures. Puis ensuite, je me suis orienté vers les syndicats de police pour essayer pour qu'on puisse me conseiller. J'ai trouvé personne chez Allianz, j'ai trouvé personne chez SGP. Quand on m'a convoqué au SDSE, on m'a reproché d'avoir un frère proche de la mouvance salafiste. Le problème est là, c'est que je ne suis pas responsable des actes de ma famille, je suis responsable déjà de moi, et c'est déjà beaucoup. On m'a reproché d'avoir connu une personne en 2007 et d'avoir été adhérent à cette association culturelle, dont cette association a été fermée 1 an après. Je n'ai pas eu de relation avec cette personne après. C'était une association qui se vendait comme un centre culturel musulman pour apprendre à lire et à écrire. À lire et à écrire quelle langue? À lire et à écrire l'arabe. C'était des personnes qui démarchaient dans le quartier, les jeunes, au foot, parce qu'on a eu l'habitude de jouer au foot. Et puis, ils nous disaient, nous proposaient ça comme si c'était, il y a un centre où vous allez pouvoir apprendre à lire et écrire, c'est intéressant pour vous, etc. J'avais 18 ou 17 ans. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi on me reproche d'être radicalisé. Lorsque je suis rentré en 2017 dans la police, j'ai passé toutes les épreuves d'admissibilité, c'est-à-dire l'écrit, l'oral, le jury, l'entretien avec les renseignements généraux. Je suis rentré en école de police, j'ai été habilité au port d'armes, j'ai été affecté. Et lorsque j'essaie d'avoir le concours de gardien de la paix, que j'ai eu, là en fait, on me crée tout, tout me tombe sur la tête, on me sort des histoires d'il y a 10 ans, 11 ans en arrière. C'est pour moi des accusations gratuites qui ont été proférées dans le seul but de me faire partir de la police. Et c'est pas normal, puisque si on devait me reprocher quelque chose, c'était lors de mon entrée en école. Pourquoi tout ça est tombé après? Malheureusement, je pense que c'est de la mauvaise intention. Et tout ça est regrettable parce que je suis avant tout français. Et voilà, tout ceci n'est pas normal. Notre ex-policier nous a raconté comment finalement il a été poussé vers la sortie de l'institution. Face à la pression, j'ai décidé de me mettre en arrêt. J'ai voulu prendre un deuxième souffle, prendre du recul. J'ai voulu me préparer pour me défendre, puisque tout ça, c'était pas prévu. Je ne m'attendais pas à ça de l'administration. Au contraire, quand je suis rentré dans la police, c'était pour aider les citoyens. Et là, en fin de compte, on me piétine, on me salit. En fait, c'était un entonnoir pour moi, parce qu'on m'a très 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 rapidement mis en inaptitude, sans même m'avoir fait des tests. On m'a tout de suite mis en inaptitude. Et ceci, c'est pas normal, parce que quand je suis rentré 6 mois avant dans la police, j'étais apte. Alors pourquoi me mettre en inaptitude d'un coup? Très rapidement, je me retrouve en demi-salaire et puis sans salaire. Alors c'est combien le salaire d'un adjoint de sécurité? Alors c'est 1300 à peine. Et je me retrouve le premier mois à 600 €, aux alentours de 600 €. Et puis en fin de compte, après sans salaire. Et j'ai un loyer. J'ai une famille à nourrir, etc. Donc je tiens 6 mois comme je peux. Et en fin de compte, à la fin, malheureusement, je suis à bout et je suis obligé de démissionner. Manifestement, cette démission ne suffit pas. Il y a un beau paquet surprise à la fin de ce parcours. Après ma démission, je décide de reprendre mon travail dans le domaine de la sécurité. Et puis, en fin de compte, le CNAPS, qui est l'entité délivrant les cartes professionnelles aux agents de sécurité, ne veut plus me donner cette carte
Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai toujours eu cette délivrance de carte professionnelle depuis 2008-2009. Elle a été renouvelée 2 fois sans problème. Et puis depuis mon passage à la police, je n'ai plus de carte professionnelle. Donc je ne peux plus travailler et je me retrouve au Pôle emploi à grossir les rangs du Pôle emploi. Je m'oriente vers un avocat pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc je m'oriente aussi vers le défenseur des droits. Et il se trouve que le défenseur des droits m'informe que je suis fiché personne recherchée. Là, je tombe des nues, je tombe de 30 étages. Et là, je me dis que qu'est-ce qui s'est passé? On m'a foutu ma vie en l'air, quoi, en fait. J'ai un casier vierge, j'ai jamais volé, jamais vendu de drogue, pourtant j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Et j'ai toujours gardé ce chemin. J'arrive pas à comprendre comment on peut ficher quelqu'un sans éléments aussi facilement, comme ça, à tout va. C'est foutre la vie des gens en l'air. Ma vie a changé. J'ai un traitement particulier quand je pars en vacances. Donc je me souviens que j'étais parti en vacances à Dubaï. Et quand je suis revenu, en fait ma femme était enceinte, donc on est passé en priorité. Et en fin de compte, on s'est retrouvés les derniers. Parce qu'en fait, on devait recontrôler nos passeports, ça a pris 1 heure. Et c'est un peu la honte devant le regard des gens. Les gens, ils se posent des questions, ils se disent, il est fiché S, c'est un bandit, etc. Et ce que j'ai pas compris, c'est que, ma femme, elle était enceinte. Et c'est très difficile, les traitements qu'on nous afflige. D'autant plus qu'ensuite, c'est pas fini, parce que ensuite, vous récupérez vos bagages. Et à chaque fois, mes bagages, du plus petit sac à main en passant par les sacs à main, les valises des enfants, de ma femme, on ouvre tout devant tout le monde pour tout regarder. Même mon portefeuille, on me déshabille. Et c'est honteux. Et je ne comprends pas comment mon pays peut me faire ça. Et c'est ça qui me blesse, qui me fait mal au cœur. Parce que, c'est humiliant. C'est humiliant. C'est très difficile à vivre. Et ça, c'est tout le temps. Tout le temps, quand je sors du territoire ou quand je rentre du territoire, on me prétexte vous n'avez pas changé d'adresse. Attendez, on arrive, il y a un petit souci, on regarde. Mais c'est très difficile pour moi. Si on me pose la question, est-ce que j'aimerais revenir dans la police ou j'aimerais changer quelque chose ou refaire, modifier quelque chose, franchement, je suis partagé parce que je ne peux pas conseiller aux jeunes policiers j'ai envie de conseiller aux jeunes policiers, allez-y, parce qu'on a besoin de vous. Mais ça va être très très dur. C'est très très dur pour quelqu'un de couleur. Quand on est antillais et musulman, et qu'on est rangé dans des cases, franchement, c'est presque... C'est un parcours du combattant qui est très difficile. Place désormais à l'analyse de cette histoire. Je me tourne d'abord vers toi, Noam. C'est toi qui nous as apporté ce dossier riche et touchant humainement. Qu'est-ce qu'il t'inspire? Pourquoi tu as voulu nous partager cette affaire? Alors, c'est quelqu'un qui a d'abord contacté le syndicat Vigie suite à notre visibilité dans les médias. Effectivement, en comparaison aux autres syndicats, on avait une expertise en la matière qui a suscité, en tout cas chez lui, un certain espoir, justement, parce que, au regard de sa situation, ce monsieur ne voit pas, le bout du tunnel. Donc, il est complètement désespéré. Et dans un premier temps, naturellement, moi, j'ai adopté une attitude de méfiance parce que, une personne m'appelle, elle est identifiée, catégorisée comme
étant issu de la mouvance islamiste radicale. Moi, je ne sais pas du tout à qui j'ai affaire. Dans cette mesure, et en général, je ne rencontre pas les gens comme ça sur la base de la confiance. Donc, j'ai voulu prendre quelques garanties et j'ai saisi la plateforme Internet pour faire le signalement avec son consentement. C'est-à-dire que je lui ai dit, moi, monsieur, je ne vous connais pas. Vous m'appelez sur ma ligne, il se peut que moi je sois écouté, il se peut que vous le soyez aussi, donc par mesure de transparence, parce que moi je lui ai tout de suite parlé de la nécessité d'être transparent justement à l'égard des services de l'État, je vais signaler justement votre communication aux services de l'État, je vais leur faire savoir que vous m'avez appelé. Quelle plateforme ? La plateforme Stop Djihadisme, qui est accessible sur Internet. J'avais aussi la possibilité de faire une main courante, mais c'est extrêmement chronophage, il faut faire la queue au commissariat. Il y a une dimension aussi de la confidentialité qui peut être un petit peu gênante, parce que bon, les policiers ne sont pas forcément habilités secret défense, alors que chez Stop Djihadisme, ils sont, que ce soit la ligne verte ou la plateforme Internet, ils sont habilités secret défense. Donc je leur ai fourni les éléments qui faisaient état de cette communication. Et ensuite, j'ai accepté justement de poursuivre l'échange en lui donnant rendez-vous ici, c'est-à-dire dans un lieu, je n'ai pas voulu le rencontrer seul, j'ai préféré prendre à témoin le reste de l'équipe du média. Donc ce monsieur est venu avec sa femme, il est père de 2 jeunes enfants, et il m'a présenté effectivement les garanties qui pouvaient attester de la crédibilité de son témoignage. Il m'a également fait part du fait qu'il était défendu par le cabinet Bourdon, donc j'ai contacté le cabinet Bourdon pour recouper justement les informations qui m'ont été données, et tout s'avérait exact. Donc à partir de ce moment-là, on a pu démarrer l'enquête, et effectivement, c'est assez édifiant. Pourquoi ? Parce que je dirais qu'au regard des éléments qui sont fournis et du profil de ce monsieur, j'ai tout de suite effectivement compris que on va dire le dispositif, même si officiellement il s'agit seulement d'un dispositif de surveillance, c'est en réalité un dispositif purement répressif. C'est quasiment un dispositif de mise à mort sociale aussi. C'est exactement ça, c'est de la répression administrative. Pourquoi ? Parce que ce monsieur a été quelque part déchu de la possibilité d'accéder au poste qu'il avait obtenu par le biais du concours, mais c'est un petit peu le jeu, je dirais, de l'enquête de moralité, de l'accréditation, de l'habilitation qui est nécessaire pour pouvoir être accepté à l'école de police. Mais il y a aussi le fait que ce monsieur avant exerçait, comme on a pu le voir, des missions de sécurité incendie dans le privé, et qu'à la suite justement de son passage dans la police nationale, il a été fiché S, et que donc il n'a pas pu malheureusement pérenniser son activité dans le cadre de la sécurité privée, et qu'aujourd'hui il est purement et simplement mis au chômage, sans possibilité d'exercer dans quoi que ce soit, en tout cas pas dans les métiers pour lesquels il est qualifié. Et donc aujourd'hui, ceux qui en subissent les conséquences, ce sont ses 2 enfants, qui ne sont malheureusement ou heureusement responsables de rien, son épouse qui le soutient dans cette épreuve, et donc naturellement c'est quelque chose qui m'a parlé, puisque moi j'ai pas été ciblé en tout cas dans cette mesure, mais je sais par exemple que j'ai pu faire l'objet de surveillance, notamment sur les écoutes administratives, ce qu'on appelle les interceptions de sécurité, etc. Et au regard de son profil, j'ai le malheur d'être maghrébin, mais lui il est antillais, donc il y a des gens quand même qui n'ont pas compris dans l'institution policière. L'affaire Zecler, dont on avait parlé auparavant, le démontre aussi, que les Antillais étaient français depuis plus d'1 siècle. Donc, plusieurs siècles. Oui, voilà, mais je veux dire, quand je dis plus d'1 siècle, c'est au minimum, mais à minima. Mais je veux dire... Il y a donc antillais convertis à l'islam, on a eu l'affaire de la préfecture de police, donc je pense que dans l'inconscient collectif et chez certains de ses collègues policiers, ça a éveillé des souvenirs douloureux, mais en théorie dans la police on travaille quand même avec des éléments caractérisés, matérialisés, on ne travaille pas sur la base de l'émotivité ou des préjugés. Ou alors de la discrimination pure et simple, c'est-à-dire si vous avez le pouvoir de marquer quelqu'un au fer rouge, pourquoi vous en passez ? Je voudrais donner la parole à Maître Vincent Brengard du cabinet Bourdon, justement, qui a défendu beaucoup de personnes fichées S, notamment cette personne dont nous ne dirons pas le nom. Vous avez écouté le témoignage, mais vous connaissez le dossier. Qu'est-ce qui vous marque dans ce dossier en tant qu'homme de droit ? Ce qui marque, c'est que déjà, c'est une personne qui avait réussi le concours de gardien de la paix et que tout promettait à pouvoir intégrer la police parce qu'il en remplissait l'ensemble des conditions. Et sans véritablement comprendre les raisons, on lui a refusé ce droit et on l'a progressivement placardisé. Donc ce qui est assez frappant, c'est le caractère un peu arbitraire de ce qui lui est arrivé. Caractère arbitraire parce que, sans même qu'il y ait véritablement de débat contradictoire, eh bien, on le traite un peu comme un citoyen à part entière, qui n'aurait pas peut-être respecté, je ne sais pas, telle ou telle obligation non dite,
Et à travers finalement ce traitement, il se retrouve dans cette situation particulière où, alors même qu'encore une fois, il devait remplir ses missions, ses fonctions professionnelles, eh bien, on lui prive de cette possibilité, avec tout ce que ça peut emporter aussi pour sa famille et l'impossibilité de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc ce qui est frappant, c'est le caractère discrétionnaire que de telles mesures peuvent prendre. Et puis en plus, non seulement un caractère discrétionnaire, parce que ça renvoie à des prérogatives qui sont des prérogatives d'État, mais sur lesquelles finalement on a assez peu de prise, parce que tout ça manque cruellement de transparence, pour des raisons après qu'on peut comprendre et peut-être qu'on reviendra dessus. Mais le fait est que ces personnes se retrouvent complètement isolées, donc non seulement professionnellement c'est extrêmement dur, et humainement, psychologiquement, ça l'est d'autant plus, parce que vous êtes considéré comme étant une menace potentielle, que vous êtes traité comme tel, et que ça vous prive de toute possibilité de vous construire professionnellement et personnellement. Et vous êtes traité comme un ennemi de votre propre pays, ça c'est quand même quelque chose de lourd qui peut peser sur nos têtes. Surtout, il y a aussi de la culpabilité, parce que finalement, il peut se dire, si j'avais pas été gourmand, si je m'étais contenté de mon poste d'adjoint de sécurité, ben, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais c'est infiniment regrettable. C'est-à-dire que le raisonnement qui consisterait à dire finalement, il y a certaines catégories de la population qui devraient être privées de la possibilité d'avoir des ambitions parce qu'elles auraient telle confession, parce qu'elles auraient telles origines, et qu'à partir du moment où ils peuvent finalement se rapprocher de centres de pouvoir, de centres névralgiques, eh bien, ils se retrouvent... On se met à fouiller, mais je veux dire, fouiller est une chose, parce qu'il y a des missions qui, de toute façon, imposent qu'on fouille. Il y a des missions qui imposent qu'il y ait des enquêtes administratives, parce que vous êtes sur des missions qui relèvent aussi de la protection, de la sûreté de l'État, donc on peut l'entendre. Mais de là à ce que les choses se retournent complètement, et que sans autre forme de procès, vous retrouviez finalement complètement marginalisé de votre propre service, sans même connaître les raisons pour lesquelles on vous traite ainsi. Ça, je crois qu'il y a évidemment un péril dans un tel mode de fonctionnement, surtout en plus lorsque vous avez une personne qui a réussi le concours de gardien de la paix. À ce moment-là, il fallait peut-être le priver d'accès à ce concours, lui expliquer les raisons pour lesquelles il n'était pas éligible, mais en tout cas pas faire les choses de façon complètement renversée, où une fois finalement qu'il y a cette réussite, le priver de la possibilité d'exercer ses fonctions. Et surtout qu'en plus, non seulement il y a le côté fonction, et puis en plus il y a aussi un côté plus personnel qui lui est propre, à savoir que c'est un métier presque passion, c'est une vocation. Donc non seulement on le prive de la possibilité d'exercer cette profession, et en plus on le prive de ce qui est une vocation, à savoir être au service des autres et être au service de l'État. Et on le prive même de retourner en arrière, puisqu'il ne peut plus être agent de sécurité. Noam, tu as travaillé dans le renseignement, tu as été au cœur donc, de cette machine qui est nécessaire, dont tous les États ont besoin, dans le contexte de violence qui caractérise notre monde, hein, mais qui peut aussi broyer des innocents. On aimerait avoir ton regard d'insider là-dessus. Alors en fait, il y a plusieurs aspects sur lesquels on peut envisager les choses. C'est-à-dire que le cadre administratif, par opposition au cadre judiciaire, c'est-à-dire aux actions qui sont menées par les services de l'État mais sous le contrôle d'un magistrat, là on est dans un cadre différent. C'est-à-dire que c'est un préfet qui officiellement, en réalité c'est un commissaire de police, mais c'est un préfet qui coordonne les actions justement de l'État en matière de droit administratif. Je dirais que c'est le seul cadre en fait au pays des droits de l'homme naturellement, pour lequel les accusations et les suspicions en fait ne profitent pas à l'accusé. C'est-à-dire que là effectivement on n'a aucune preuve de ce qui est avancé. C'est-à-dire que tout ce qui est reproché à ce monsieur est formulé sur des notes blanches. Donc les notes blanches, c'est quoi? C'est le résultat, ça peut être le résultat de surveillance d'ordre technique, ce qui est rarement le cas. Hein. Je veux dire que les moyens de l'État en matière d'interception de sécurité sont extrêmement limités et sont réservés aux cas les plus urgents. C'est souvent de la dénonciation, c'est-à-dire soit issu de l'entourage proche, l'entourage professionnel, personnel de ce monsieur, ou éventuellement de dénonciateurs, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les sources humaines. Hein. Je détaille un peu ce processus dans mon livre, mais l'État se dote d'agents de surveillance qui sont des indicateurs, c'est-à-dire des sources humaines qui sont recrutées par les services de renseignement et qui renseignent les policiers. Et donc, alors tout ça est consigné dans des notes blanches. Et le problème, à la différence des procédures judiciaires, c'est qu'on ne peut pas attaquer les personnes en dénonciation calomnieuse ou en diffamation. C'est-à-dire que tout ce qui est contenu dans les notes blanches à l'appréciation des commissaires de police et des préfets est validé, et en fin de compte, les personnes sont considérées comme coupables. C'est-à-dire qu'elles
elles ne bénéficient pas de la présomption d'innocence, et donc elles subissent un traitement répressif et parfois coercitif. Ce monsieur évoque par exemple les passages sur les postes frontières à l'aéroport avec sa femme enceinte, etc. C'est extrêmement répressif, puisqu'il explique que sa femme est enceinte, on le fait passer en priorité, et puis ensuite à la fin il est le dernier à partir parce qu'on a fouillé toutes ses valises, on a fouillé ses enfants, on les a humiliés en public, etc. Donc c'est parfois effectivement nécessaire, mais il y a cette dimension justement du secret défense et là on en arrive aux limites du droit, c'est-à-dire que l'avocat de ce monsieur ne sait pas ce qui lui est reproché et il est soumis justement à des processus assez opaques en réalité qui vont à l'encontre en fait des principes de droit, des principes élémentaires du droit. Mais alors il y a eu plusieurs phases, il faut être très réaliste. Après les attentats de 2015, c'est-à-dire de novembre 2015, il y a eu toute une série de mesures administratives qui ont été décrétées ou arrêtées en tout cas par les préfets. Donc notamment des assignations à résidence. Donc les avocats, les cabinets d'avocats se sont saisis justement, ont saisi le juge des référés parce qu'il y avait un caractère d'urgence, c'est-à-dire que des personnes étaient assignées à résidence, devaient pointer au commissariat et donc ne pouvaient plus se rendre sur leur lieu de travail. Elles étaient privées de revenus, il y avait des familles, etc. Donc les juges ont statué et la plupart du temps, il est vrai qu'à ce moment précis, les juges ont considéré que tout ce qui n'était pas présenté à la juridiction, notamment les notes blanches, ces fameuses notes blanches, n'existait pas. Donc en l'absence d'éléments permettant justement de confirmer les décisions du préfet, les juges ont statué pour l'annulation de ces mesures de surveillance et de restriction de liberté. Donc les personnes ont pu regagner leur travail, etc. Mais certaines, malheureusement, sont parties en Syrie, certaines se sont parfois livrées à des actes délictueux ou criminels, et donc tout de suite les services de l'État ont dit voilà, mais nous on vous l'avait dit, on les avait consignés à domicile, et puis finalement regardez, c'était le cas par exemple d'Adel Kermiche qui a exécuté le prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray, il était sous surveillance électronique, il avait une assignation, etc. Donc les gens disent oui mais regardez, finalement on a voulu les incarcérer, on a voulu les surveiller, les restreindre, vous les avez libérés et maintenant le prêtre est mort. Ouais. Donc c'est ce que ça a donné. Donc les juges, il y a eu un tournant. Le climat profite en réalité à la répression. Voilà, parce que par la suite, les juges se sont dit, effectivement, on a le choix entre accorder le bénéfice du doute, justement, aux personnes, on ne va pas dire l'accusé, parce que ce sont des mesures administratives, mais aux personnes, justement, qui font l'objet de ces mesures. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit à une époque, notamment après l'attentat de la préfecture de police, c'est-à-dire qui a coûté la vie à 4 policiers, je pense qu'aujourd'hui, les juges sont plus frileux, en fait, quant à l'annulation, justement, de ces mesures administratives. Et ce monsieur, pour son plus grand malheur, c'est-à-dire celui qu'on a entendu, il est antillais, il est musulman, il travaille pour la préfecture de police, donc je pense que malheureusement il coche toutes les cases de ce qui pourrait l'identifier, ou en tout cas nous faire rappeler le profil de Michael Harpon, et je pense que les services de l'État ont été sans pitié avec lui, mais malheureusement ça a des conséquences sur son entourage, on l'a déjà dit, et on se doit de retrouver un petit peu de lucidité sur ce type de dossier en fait. Alors, Vincent, vous êtes avocat, votre base de travail c'est le contradictoire, et dans ce genre de circonstances, effectivement, comme le disait Noam, le contradictoire n'est pas de saison. Comment travailler? Comment vous défendez les fichiers S? Généralement, en fait, ce sont des personnes qui viennent vers notre cabinet parce que, soit dans le cadre, par exemple, de contrôle aux frontières, ils sont isolés du reste de la file d'attente. Les contrôles sont un peu plus longs. Ou alors de la même manière, s'il y a un contrôle policier, on se rend compte que ça dure un peu plus longtemps lorsque on regarde le permis de conduire, on regarde d'autres documents qui sont présentés. Donc ils ont plein de petits indices comme ça, d'un traitement un peu inégal par rapport à d'autres justiciables, par rapport à d'autres contribuables, notamment dans le cadre des passages aux frontières. Et c'est grâce à l'ensemble de ces éléments en fait, qu'ils acquièrent la conviction qu'ils seraient susceptibles de faire l'objet d'un fichage, mais évidemment, rares sont ceux à en avoir la démonstration, même si on a différents cas dans lesquels, par exemple, les personnes ont pu le savoir au travers d'une garde à vue ou par des moyens détournés. Généralement, évidemment, l'objet même du fichage et l'objet même de la fichesse, c'est de fait de rester secrète, mais dans la manière dont les policiers vont collecter le renseignement, parfois ils vont le faire de façon assez ostentatoire, et c'est ce caractère ostentatoire qui va faire que ça va attirer l'attention de la personne. Donc généralement, c'est un peu le cas de figure qui se présente vers notre cabinet. Donc les personnes nous disent les raisons pour lesquelles elles estiment faire l'objet d'un fichage. Donc généralement, ce qu'on leur rappelle, c'est que la fiche S, donc qui est fiche S pour sûreté de l'État, est une catégorie du FPR qui est donc le fichier. Exactement, le fichier des personnes recherchées. Et on sait que le fichier des personnes recherchées, en fait, obéit à un régime qui est un régime mixte, avec
à la fois une compétence du tribunal administratif et une compétence du Conseil d'État. Le tribunal administratif va être compétent pour tout ce qui ne relève pas de la sûreté de l'État, et le Conseil d'État va être compétent pour les informations qui relèvent de la sûreté de l'État. Donc, on introduit bien souvent les deux contentieux à la fois devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'État, et il y a un dialogue qui se noue avec l'administration. Et d'ailleurs, simplement, je me permets d'indiquer que dans cette matière, même si ce sont les deux ordres de juridiction qui sont compétents, il y a d'abord un recours préalable à exercer, soit devant le ministère de l'Intérieur, soit devant la CNIL, mais qui, la plupart du temps, donne lieu à un rejet. Et d'ailleurs, en fait, les textes, notamment pour ce qui est de la fiche S, n'obligent pas évidemment la CNIL à dire si la personne, ne serait-ce que sur le principe, si elle fait ou non l'objet d'une inscription FPR. Tout ce qu'on nous dit généralement quand vous avez les réponses de la CNIL, c'est que la CNIL a procédé à des vérifications qui sont suffisantes et que ces vérifications n'amènent pas de commentaires. Donc en fait, on attend simplement cette décision de la CNIL ou alors un silence de l'administration de 2 mois qui fait naître en fait une décision implicite de refus pour pouvoir saisir les deux juridictions. Devant le tribunal administratif, c'est parfois un peu plus facile parce que le ministère de l'Intérieur peut aller un peu plus loin dans le contradictoire parce qu'il peut éventuellement faire allusion à des informations qui ne relèvent pas de la sûreté de l'État. Mais en revanche, c'est une autre paire de manches devant le Conseil d'État parce que, en fait, on se retrouve devant une juridiction où à la fois on nous dit qu'on a un recours effectif, mais qu'en même temps le ministère de l'Intérieur ne peut rien nous dire. Donc en fait, il y a deux parties dans le cadre de ces procédures. Il y a la requête, le mémoire en défense qui vont faire, mais qui sera bien souvent que le rappel du droit et le rappel de l'impossibilité de communiquer à la personne le fait qu'elle fait l'objet d'une inscription. Mais en revanche, après, une fois que l'audience a lieu, l'audience pendant laquelle va être entendu le justiciable, il y a une procédure hors le contradictoire, et procédure hors le contradictoire qui peut amener le ministère de l'Intérieur à verser des informations, à verser des renseignements à une juridiction administrative, donc au Conseil d'État, qui a une formation spécialisée pour connaître de renseignements qui relèvent du secret défense et qui va exercer un contrôle. Mais ça veut dire quoi une procédure hors le contradictoire ? Une procédure hors le contradictoire, c'est qu'en fait, on doit faire en gros confiance à l'administration. C'est-à-dire qu'elle va produire des informations à la juridiction, donc spécialement composée du Conseil d'État, mais en revanche, elle ne va pas les produire au justiciable, elle ne va pas les produire au requérant. Donc on fait confiance après entièrement au juge pour pouvoir exercer un contrôle sur des renseignements auxquels nous n'avons pas accès. Sachant que les juges du Conseil d'État sont très proches de l'exécutif et de l'administration en général. Et exactement, le Conseil d'État, je veux dire, qui porte bien son nom, c'est le Conseil d'État. Donc il a à la fois une fonction de conseil du législateur, de conseil du pouvoir exécutif, notamment dans l'édiction de certains projets de loi, et il a une fonction contentieuse. Mais si vous voulez, à la fois parce qu'on est dans la sûreté de l'État et en plus parce que vous avez un climat qui est extrêmement prégnant de menaces terroristes, on peut difficilement croire que vous aurez un contrôle véritablement effectif et qu'on va prendre l'ensemble des informations qui sont apportées par le requérant pour pouvoir véritablement exercer un contrôle entier. Et surtout qu'en plus, on retombe sur d'autres problématiques plus structurelles, où même si par exemple le requérant peut avoir eu accès à certains renseignements qui lui font dire qu'il est fiché S pour telle ou telle raison, bien souvent, en fait, la parole du ministère de l'Intérieur va presque valoir de façon supérieure à celle du justiciable, même si celui-ci apporte différents éléments. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, notamment dans le cadre de l'état d'urgence, où on avait obtenu la première suspension d'une assignation à résidence devant le Conseil d'État, où il a véritablement fallu cravacher. C'est-à-dire que devant le tribunal administratif, il y avait quand même un juge administratif qui nous avait répondu « Oui, mais en fait, c'est écrit dans les notes blanches, c'est écrit dans le mémoire du ministère intérieur. » Donc comme si le fait que c'était écrit dans les écritures de l'administration devrait valoir preuve, devrait valoir vérité absolue. Donc on voit les limites. L'écriture de l'administration. Exactement. Alors, la question qu'on peut se poser, peut-on vraiment faire sauter une fiche S et reprendre une vie normale ? C'est en tout cas ce qu'a essayé de faire Jules Panetier, militant anticapitaliste et éditeur du site web d'information Le Point, Point avec G, à Montpellier. On regarde un petit extrait de témoignage où il raconte comment il a appris qu'il était fiché S de manière assez particulière, les procédures qu'il a menées pour s'en dépêtrer et sa victoire auprès du tribunal administratif qui n'a aucune conséquence puisque le ministère de l'Intérieur se refuse à mettre en application une décision judiciaire. Donc, je suis militant anticapitaliste depuis mon adolescence.
À Montpellier, j'ai créé un journal d'opinion qui s'appelle Le Point, P-O-I-N-G, et j'ai été actif pendant le mouvement social contre la loi travail en 2016. Et j'ai fait l'objet de diverses condamnations judiciaires, notamment une condamnation de 2 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, alors que j'avais un casier vierge pour une accusation d'outrage nié. Et j'ai aussi fait l'objet d'une 2e condamnation à 2 mois de prison ferme sans mandat de dépôt, toujours pour une accusation d'outrage nié, donc sur la base de témoignages de policiers. Et lors d'une énième garde à vue, lors d'un déferment au tribunal, on remet à mon avocate en main propre la fiche S, ce qui est complètement hallucinant, parce que normalement, le propre d'une fiche S, c'est son caractère secret. Si on le sait, normalement, d'un point de vue du renseignement, ça perd son intérêt. Et donc, j'ai pu lire à cette occasion que selon l'État, donc j'étais un anarcho-autonome, bon déjà, je ne me considère pas comme ça, voilà, un individu dangereux, susceptible de commettre des actes violents, et mon déplacement sur le territoire national et à l'étranger, donc partout en fait, serait de nature à compromettre la sûreté nationale. Donc, pourquoi une remise en main propre de cette fiche S? Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'ils sont simplement bêtes, incompétents, peut-être. La deuxième hypothèse, c'est que ça peut justifier des méthodes d'interpellation et un certain contrôle policier. J'ai toujours été interpellé dans la rue, comme un cow-boy viendrait prendre quelqu'un comme ça, enlever quelqu'un. J'ai fait l'objet de plaintes du ministère de l'Intérieur pour une accusation niée du vol d'un drapeau d'un syndicat policier. Ça a fait l'objet d'une perquisition et j'ai fait l'objet d'une multitude de convocations au commissariat, souvent sur la même base. Il y a soit des agents de la BAC, soit de la CDI, Compagnie départementale d'intervention, qui publient des témoignages à charge contre moi, selon lesquels ils sont insultés, vraiment choqués psychologiquement par mes agissements. Et ces témoignages de policiers justifient des interrogatoires, des gardes à vue, etc. Avec mon avocate, on a par principe voulu dénoncer le fichage. Donc là, ça fait l'objet de de plusieurs requêtes. D'abord, il faut exercer un droit d'accès à la CNIL. La CNIL en France, c'est ceux qui s'occupent de tous les fichiers informatiques. Donc, on a demandé à la CNIL, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, accès au dossier justifiant ce fichage S? La CNIL a dit non, parce que ça intéresse la sûreté de l'État. Donc, à ce moment-là, il y a des recours qui s'offrent à nous. Quand je dis nous, c'est mon avocate et moi. Les recours, c'est d'abord auprès du Conseil d'État pour tout ce qui relève des informations sur la sûreté de l'État. Il faut savoir que le Conseil d'État, il dispose de magistrats habilités à consulter des informations secret défense, donc habilités à consulter les informations relevant de la sûreté de l'État. Donc, dans leur coin, ils ont consulté ces informations, ils sont revenus vers nous et ils ont dit, voilà, le fichage, il est légitime, justifié, et on ne vous dira pas pourquoi, parce qu'on n'a pas envie, en gros. Ensuite, il nous restait un autre recours, c'est celui auprès du tribunal administratif de Paris pour les fichiers des renseignements territoriaux et les fichiers des préfectures. Et c'est justement sur la base de ces fichiers qu'on peut étayer un fichage S. Le tribunal administratif de Paris, il a simplement dit, il a demandé, ordonné, c'est une décision judiciaire tout de même, au ministère de l'Intérieur dans un premier temps, de lui communiquer des informations relevant de la sûreté nationale pour pouvoir statuer. Car à la différence du Conseil d'État, le tribunal administratif de Paris ne dispose pas de magistrats habilités à consulter ces informations. Sauf que le ministère a donné des informations, mais pas celles qui intéressent la sûreté de l'État. Je vous livre quand même par plaisir les informations du tribunal administratif, les informations que le ministère de l'Intérieur a données au tribunal administratif de Paris. Et alors, notamment, donc, Jules désigne les policiers et les magistrats comme étant les garants du système auquel il voue une véritable détestation. Il qualifie l'institution policière et judiciaire de chien de garde du capitalisme. En conséquence, ses sentiments et opinions le conduisent à encourager et à soutenir des actions véhémentes contre des institutions ou des intérêts privés qu'il exècre.
ou encore les données détenues par les services de renseignement territorial font apparaître la réalité de l'engagement de M. Panetier au sein de la mouvance anarchiste. Il est à noter qu'il est aussi le créateur du journal Le Point, publication diffusant une idéologie anarchiste. Donc voici les informations de pacotille livrées par le ministère de l'Intérieur au tribunal administratif de Paris, mais ce ne sont pas des informations relevant de la Sûreté nationale. Du coup, le tribunal administratif de Paris n'a pas apprécié que ces décisions judiciaires ne soient pas respectées et il a donc ordonné, lors d'une décision prise le 22 décembre 2020 par M. Marino, de me communiquer les fichiers de police me concernant et ça c'est quand même assez exceptionnel, de supprimer ces fichiers. Et je cite les motivations du tribunal administratif de Paris qui dit que le ministre de l'Intérieur n'établit pas que la communication de toute ou partie de ces informations compromettrait les finalités de traitement en cause, la défense nationale ou la sécurité publique, ni que ces données, et ça c'est quand même fort, ne sont pas inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n'est pas interdite. Donc, on est face à une décision du tribunal administratif de Paris qui ordonne au ministre de l'Intérieur de me communiquer les fichiers et de les supprimer. Le délai d'appel du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur est dépassé. On est donc face à une décision sans appel et à ce jour, rien n'est fait. Rien. C'est-à-dire que tout simplement, le ministre ne dit rien. Et information importante et qui évoque la loi sécurité globale, il y a le décret numéro 2020-1510, 2020-1511 et 2020-1512 du 2 décembre 2020, prise dans le contexte de la loi sécurité globale, qui fait que désormais, les fichiers des renseignements territoriaux et les fichiers de la préfecture ne seront plus contestables devant le tribunal administratif de Paris, mais devant le Conseil d'État, qui, comme son nom l'indique, est en collusion bien plus forte avec l'État. Alors, Maître Brengard, peut-on faire tomber une fiche S? Peut-on vraiment faire tomber une fiche S? J'ai encore une part d'optimisme, c'est-à-dire que je pense qu'il y a parfois des cas, mais à mon avis, ils sont extrêmement marginaux, dans lesquels le Conseil d'État peut enjoindre l'administration de supprimer la fiche S. Maintenant, c'est des cas qui sont extrêmement résiduels, mais je l'ai dit notamment pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir la prévalence des arguments qui peuvent être avancés par l'administration. On a écouté évidemment le témoignage qui a été fait, mais en fait, vu qu'il y a une répartition des compétences entre le tribunal administratif et le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est tout ce qui relève de la sûreté de l'État. Donc, ce qui veut dire que le tribunal administratif va pouvoir enjoindre l'administration de produire des renseignements qui ne relèveront pas de la sûreté de l'État. Donc, en fait, l'injonction qui est faite par le tribunal administratif ne concerne pas la fiche S. Donc, c'est pour ça que vous avez un peu parfois des victoires à la Pyrrhus, parce que vous avez des personnes qui, devant le tribunal administratif, c'est vrai, obtiennent des victoires parce qu'elles obtiennent une injonction de produire certains renseignements qui sont contenus dans le fichier des personnes recherchées, mais en revanche, pour la sûreté de l'État, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, on peut penser que soit il y a des cas dans lesquels véritablement le Conseil d'État se livre à un contrôle extrêmement approfondi et qui donne lieu à un retrait de la fiche S, soit il y a des cas dans lesquels le Conseil d'État ne va pas forcément exercer le contrôle aussi approfondi qu'on l'attendrait, mais le fait d'introduire le recours peut aussi conduire le ministère intérieur à revoir d'une certaine façon sa propre appréciation, parce que c'est toujours des possibilités. Je rappelle simplement qu'il y a un rapport sénatorial qui indique qu'en 2018, il y avait plus de 30 000 personnes qui faisaient l'objet d'une fiche S, donc c'est assez... 30 000 personnes qui faisaient l'objet d'une fiche S, donc c'est considérable. Ça signifie quand même que ce sont des données qui sont des données extrêmement importantes, et que cette fiche S a une durée de validité qui est une durée de 2 ans. Donc c'est vrai que si les requérants introduisent le recours et qu'ils démontrent de leur bonne foi devant le Conseil d'État, peut-être que le Conseil d'État ne suivra pas leur argumentation, mais que le ministère intérieur, s'il garde encore une forme d'objectivité, pourrait être amené à revoir le fichage et être amené à supprimer la fiche S. Mais simplement,
même dans les cas où on obtient parfois des suspensions à l'assignation à résidence, où on obtient des victoires devant le ministère de l'Intérieur, on voit finalement que le fait aussi d'avoir fait un jour l'objet d'un fichage de ce type vous poursuit un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Noam, on en parlait avant ce tournage. En gros, il y a une vie de fichier après le fichage. C'est-à-dire que même après le fichage, les conséquences continuent d'empoisonner la vie de certaines personnes. Alors, il y a dans le témoignage de M. Panetier, il y a une chose qui est dite, c'est que c'est vrai que, en théorie, dès lors qu'on porte à la connaissance de la personne ciblée par un moyen ou un autre, je dirais le fait, l'existence même justement de ce fichage, c'est-à-dire qu'on dit à une personne, vous faites l'objet d'un fichage S et que c'est confirmé soit par l'attitude des policiers ou par un document, comme ça a été le cas pour lui, au regard de ses déclarations. Ça provoque, en théorie, en tout cas, l'obsolescence justement de la surveillance, parce que quand on connaît les modalités de surveillance de la part des effectifs de police, à supposer qu'une personne ait réellement quelque chose à se reprocher, elle adopte systématiquement une attitude de protection, même d'évitement, en présence justement des effectifs de police, qui va faire que justement cette personne va échapper aux surveillances si toutefois justement elle avait quelque chose à se reprocher. On prend un cas assez notoire, celui d'Ayed Boumedienne, qui a été exfiltré par les frères Belloussine au moment des attentats de Charlie Hebdo. Ils ont loué une voiture, ils ont traversé la frontière, ils sont allés prendre l'avion à Madrid. Ils ont passé un poste frontière, sachant que le fichier, le FPR, qui a été précité, est un fichier national, donc un fichier qui ne borne qu'en France. On n'a pas pu avoir connaissance justement de leur départ vers la zone irako-syrienne, ou en tout cas vers la Turquie, puisqu'ils ont pris l'avion à partir de Madrid. Et on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de fichiers S qui ont rejoint la Syrie sont passés par l'aéroport de Bruxelles, par exemple, mais ont aussi pris le Thalys pour aller vers Amsterdam, et ensuite on rejoint la Turquie à partir d'Amsterdam. Donc, dès lors que les personnes ont la moindre suspicion sur l'idée justement qu'elles peuvent faire l'objet d'une surveillance, elles savent de toute façon les contourner, parce qu'elles reçoivent une formation en la matière. Donc, de toute façon, les signaux qui laissent penser à un fichage S sont connus. On discutait tout à l'heure du cas de Samia Mimour, qui est un des terroristes du 13 novembre. Il faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire. Le juge lui a retiré son passeport. Il est allé en redemander un autre, et l'administration lui a délivré un nouveau passeport. Et de toute façon, il était binational, donc il avait aussi un passeport algérien qui lui permettait de voyager. Donc on se rend bien compte que c'est un dispositif de surveillance de toute façon qui a ses limites. Donc en réalité, du point de vue opérationnel, l'efficacité du fichage S est très largement contestable. Je pense que c'est justement la nature et peut-être même l'essence de ce fichage que de montrer du doigt les personnes qui sont fichées et les caractériser comme de toute façon des personnes dangereuses à éviter. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un variant français, si je puis dire, justement du fichage S, c'est qu'en réalité, le fichage S est compartimenté. Déjà, de par la nature, justement, du ciblage, c'est-à-dire qu'il cible les personnes issues de la mouvance ou en relation avec la mouvance islamiste radicale, mais également l'extrême gauche, l'extrême droite, les extrémistes tamouls, les extrémistes juifs également, et bien d'autres, les personnes susceptibles d'intelligence avec une puissance étrangère, etc., etc. Et donc, ça, c'est déjà les catégories de fichiers S, mais ensuite, il y a 16 attitudes, c'est-à-dire qu'il y a les fiches S16, S15, S14 en déclinaison, qui mentionnent des conduites à tenir. C'est-à-dire que, et le plus souvent, on va demander justement aux effectifs de police d'adopter une attitude de discrétion, de fouiller les bagages, de fouiller le véhicule s'il s'agit d'un contrôle routier, de fournir à l'administration d'État, s'il s'agit d'une demande de documents administratifs, un double ou un duplicata, une photocopie des documents présentés pour pouvoir avoir des photos plus récentes, par exemple, pour pouvoir avoir une adresse de résidence et déclencher des perquisitions administratives, etc., etc. Et également, parfois, de relever l'identité des personnes accompagnantes. Donc, et parfois, ça peut justement générer d'autres fichages en cascade, parce que si, par exemple, la personne fichée S prend l'avion avec d'autres passagers, si on y voit un intérêt, s'il ne s'agit pas, par exemple, de l'épouse ou des enfants, mais de personnes présentant un profil suspect à l'appréciation, justement, de l'autorité administrative, ça peut déclencher d'autres fichages. Et donc, la réalité, c'est que ça provoque la mort sociale des personnes, et pas toujours. Alors, on va parler tout à l'heure de contre-exemples, mais en réalité, quand on sait qu'une personne est fichée S, crois-moi, personne n'a envie d'aller fréquenter ou de prendre l'avion ou d'aller voyager avec une personne qui a été fichée S ou qui l'est, dans le doute. Après, on a des cas récents dans l'actualité. On avait eu le cas de Gaspard Glantz, qui était un journaliste voilà, notoire, qui était fiché S pour des raisons, justement, pour une suspicion, on va dire, d'affinité
députés avec la mouvance d'extrême gauche, qu'on appelle aujourd'hui mouvance contestataire, par mesure de politesse, je dirais, puisqu'il y a eu des protestations au moment où la gauche était au pouvoir, la gauche plurielle. Mais on a également 2 cas de suspicion. Donc un candidat de La République En Marche qui était proche de l'équipe de campagne de Mounir Majoubi, pour qui la fiche a été désactivée. Et là, on arrive justement aux limites, on parlait des limites du droit tout à l'heure, mais on arrive aussi aux limites du système politique tel qu'il existe, puisque le ministre de l'Intérieur est généralement un député, pas toujours. Puisque Dominique de Villepin, par exemple, n'était pas élu, et il a accédé aux fonctions de ministre de l'Intérieur, mais là, depuis, on a quasiment de façon systématique, en tout cas, des députés qui sont nommés à ce poste. Hein. Mais on a également donc un parlementaire, un législateur, hein, quand je dis député, c'est par extension. C'est une question qui est assez complexe, puisqu'on a à un moment aussi posé le débat de savoir si on devait communiquer la liste des fichiers S aux maires et aux élus locaux. Donc il y avait eu un débat assez vif, mais après on s'est aperçu que certains élus locaux avaient été soupçonnés d'avoir été eux-mêmes fichés S. Donc s'ils sont eux-mêmes partie prenante des mouvances extrémistes d'extrême gauche ou de la mouvance islamiste radicale, ils sont susceptibles de communiquer ces informations à leur entourage et donc de fragiliser justement l'efficacité des dispositifs de surveillance. C'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des dispositifs plus discrets, justement, qui n'ont pas de conséquences sur la vie quotidienne des personnes, puisque dans le fond, elles ne sont pas considérées comme coupables. Oui, tout à fait, j'en parlais tout à l'heure. Justement, il y a... Alors, moi, le discours que je tiens, parce que parfois la surveillance, la suspicion, etc., peut provoquer des réactions, je dirais, paranoïaques chez les gens, et c'est normal. On le voit dans le témoignage de ce jeune policier ou cet ex-policier qui nous a parlé en début d'émission. Moi, je pense que l'attitude à adopter, en réalité, je pense qu'il faut qu'elle soit au-delà de celle de l'administration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on est confronté malheureusement à une administration défaillante à beaucoup de points de vue. Et donc, je pense qu'il faut justement adopter une attitude citoyenne de transparence absolue. C'est-à-dire que moi, quand ce jeune homme a pris contact avec moi, je dis bon, moi, je lui ai précisé qu'on ne se connaissait pas, que je ne connaissais pas son dossier. C'était extrêmement important pour pouvoir communiquer. Et je lui ai dit, si effectivement vous estimez que vous êtes irréprochable au plan judiciaire et au plan administratif, soyez la meilleure arme justement de l'administration contre elle-même, c'est-à-dire soyez absolument transparent et fournissez-lui tous les renseignements et tous les documents qu'elle exigera de votre part. Et à ce moment-là, je pense que c'est la meilleure attitude à adopter plutôt que de se cacher ou quoi que ce soit. Moi, c'est notoire, j'en ai parlé dans d'autres médias et j'en ai eu la confirmation de la part d'âmes bienveillantes. Moi, je ne suis pas fiché S, je ne l'ai jamais été, mais par contre, mon portable fait l'objet d'une mesure d'interception de sécurité, c'est-à-dire qu'on surveille mes communications GSM et mes FADET, donc mes factures détaillées. Aucun problème, moi ça me dérange absolument pas, je suis absolument transparent avec l'administration. Quand je reçois un appel suspect, j'en fais pas. Il y a quand même un problème qui se pose, c'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qu'on ne veut pas montrer sans qu'elles soient délitueuses, parce que l'administration peut utiliser contre nous, y compris des faits non reprochables d'un point de vue. Non mais justement, alors je parlais des limites du politique tout à l'heure. Alors effectivement, quand on prend la décision d'une telle surveillance, ça a un coût, c'est-à-dire au plan financier. Alors je parle des surveillances techniques, mais également le fichage S, ça a un coût pour la collectivité. C'est-à-dire que quand on passe du temps, quand on mobilise un policier ou un équipage de police 1 heure pour fouiller des bagages, fouiller un véhicule, rédiger un rapport d'intervention, parfois c'est inutile, parfois c'est utile, mais les interceptions de sécurité, ça a un coût. Par exemple, je parlais des FADET, il faut savoir que, alors moi j'ai exercé à la DRPP, des FADET, des réquisitions administratives pour obtenir des factures détaillées, j'en ai fait. Quand on demande un numéro de téléphone sur l'annuaire inversé à un opérateur de téléphonie mobile, à l'époque, en 2015, c'était facturé 16,90 € par l'opérateur pour l'administration. Donc quand la personne appelle 200 correspondants dans le mois et qu'on doit procéder aux factures détaillées sur 200 numéros de téléphone, on fait 200 x 17 pour savoir à peu près ce que ça coûte à la collectivité. Donc quand la surveillance... C'est aussi quelque chose qui rapporte de l'argent aux opérateurs téléphoniques ? Mais qui coûte surtout de l'argent à la collectivité. Donc j'ai envie de dire qu'il ne faut pas se tromper de ciblage quand on a en tout cas le souci justement de faire des économies à l'administration. Et je pense qu'à la fin, nous, autres citoyens, on sera en mesure à un moment ou à un autre de demander des comptes justement aux autorités du ministère. Passer par le moyen par l'argument du coût pour... Dans le cas d'une alternance politique, par exemple, ce serait, puisqu'on est tout proche des élections, moi je pense qu'il faudra que le futur ministre de l'Intérieur ou peut-être le futur président de la République demande un audit
justement de sécurité au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Défense, mais je pense davantage au ministère de l'Intérieur, pour essayer de faire le bilan justement de tout ce que ça nous a coûté et de ce qu'on a réellement obtenu de toutes ces surveillances, puisqu'on sait qu'on a énormément de surveillances qui se sont avérées négatives. Mais on a des cas très intéressants. Par exemple, on a le cas de Sid Ahmed Glam, qui est l'auteur de l'attentat de l'église, l'attentat manqué, mais qui n'est pas un attentat manqué, puisqu'il y a eu une victime. L'attentat de l'église de Villejuif, il avait été fiché S un certain temps, et la DGSI a décidé, de façon très autonome, de lever son fichage. Donc il n'était plus fiché au moment où il a commis l'attentat, alors qu'il avait été précédemment, sur recommandation justement des services de renseignement algériens, par exemple. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé de lever son fichage ? Donc il y a des questions à poser en la matière. C'est également le cas sur ce jeune homme qui avait décapité son employeur au tout début justement de la vague d'attentats en 2015 à Grenoble, ou près de Grenoble en tout cas, Yassine Sali. Il avait décapité son employeur et il s'était suicidé en prison par la suite d'ailleurs. Donc lui avait été fiché S et le fichage avait été levé un temps aussi, notamment au moment où il avait commis l'attentat. Donc il y a un défaut d'expertise du côté du ministère de l'Intérieur. Il y a parfois aussi une volonté de nuire. C'est-à-dire que je pense que dans le cas de ce jeune policier, il y a peut-être une volonté de nuire. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout accès aux éléments du dossier. Mais en tout cas, il ne m'apparaît pas au regard de son comportement et de son argumentaire comme quelqu'un pouvant porter atteinte à la sécurité de l'État. Donc, ça peut aussi être beaucoup plus surnois que ça, c'est-à-dire empêcher la diversité, entre guillemets, de se renforcer dans les corps plus élevés de la police, de la gendarmerie et de l'armée en la ciblant. Le ministère de l'Intérieur, par définition, et comme je l'ai dit, est dirigé par un homme politique, un parlementaire, un législateur dans le meilleur des cas, ou un militant politique dans d'autres cas. C'est-à-dire que, prenons les cas les plus récents. Marlène Schiappa n'est élue nulle part. À ma connaissance, elle n'est pas députée. Laurent Nunez n'était pas député non plus. Il n'était pas un élu du peuple. Ils étaient pourtant ils sont deux éléments extrêmement importants du ministère de l'Intérieur, puisqu'ils sont secrétaires d'État rattachés au ministre de l'Intérieur. Donc ils exercent quand même un pouvoir important, un pouvoir d'influence au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc ce sont des militants politiques qui ont été recrutés directement par le Premier ministre ou par le Président de la République lui-même. En gros, tu estimes qu'ils utilisent les moyens de l'État dans leurs objectifs politiques particuliers. Je n'affirme pas, mais je considère que c'est une éventualité à envisager. Et donc, il faut qu'on puisse être en mesure, après 2022, de demander des comptes justement à ces personnes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de passer le témoin à l'équipe suivante et de dire voilà, vous continuez sur la voie qu'on vous a tracée. Non, on veut savoir ce qui a été fait, ce qui a été demandé en termes de surveillance, pourquoi est-ce que certaines surveillances ont échoué, pourquoi certaines surveillances apparaissent comme obsolètes et justement continuent de fantaisistes, obsolètes, et continuent justement d'incomber financièrement à la collectivité, alors que la police et la gendarmerie manquent de moyens. Donc voilà, tout ça, c'est des questions à poser. Et je pense que là, on est effectivement sur une question philosophique, qui est d'ordre philosophique ou politique, puisqu'on a atteint les limites du droit, et que de toute façon, la déclassification des dossiers ne peut se décider qu'en Conseil des ministres sur la bonne volonté du Premier ministre et des ministres concernés, à savoir le ministre des Finances pour les douanes, le ministre de l'Intérieur pour la police et la gendarmerie, et le ministre de la Défense pour ce qui est des directions du renseignement militaire. Or, tous ces ministres, s'ils sont à l'origine d'un certain nombre de décisions, auront à cœur de se protéger. Vincent Brengard, le fichage de plus en plus massif de la population, notamment avec cette fameuse loi sécurité globale, ne va-t-il pas démultiplier des histoires de ce type et, je suis très sérieux, détruire progressivement l'état de droit? Est-ce qu'on ne doit pas lancer très sérieusement l'alerte là maintenant? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui doit vraiment être traité avec objectivité. Et cette objectivité demande aussi à se renseigner. Et c'était l'objet aussi de cette émission, pouvoir poser le débat sur ce qu'est véritablement la fichage. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de généraliser en se disant toutes les personnes fichées S sont des terroristes en puissance. Non, il faut admettre que parmi les 30 000 personnes qui sont concernées, eh bien, vous pouvez en avoir des dizaines de milliers ou au moins des milliers qui sont fichés injustement. Et encore une fois, compte tenu du fait que vous êtes face à des notes de renseignement qui ont pour effet des mesures qui sont très concrètes. On l'a dit notamment dans le cadre des contrôles aux frontières, mais aussi parce que avec la succession des états d'urgence et avec le durcissement des législations antiterroristes, eh bien souvent, ces fichages qui sont au départ destinés à de simples renseignements servent en réalité de fondement à des mesures administratives, des perquisitions, des
des assignations à résidence. Et tout ça, c'est extrêmement concret. Et c'est décidé par l'administration sans contrôle a priori d'un juge qui serait un juge indépendant. Et sans contrôle a posteriori non plus, en réalité. Et avec un contrôle a posteriori qui est existant, mais qui est finalement assez résiduel. Et c'est là où d'ailleurs réside la principale difficulté. Parce que même finalement dans ce rapport sénatorial qui avait été fait, il était bien indiqué que les critères qui pouvaient fonder une inscription fiche S pouvaient être des critères extrêmement larges, mais extrêmement larges aussi parce qu'encore une fois, c'est censé être uniquement une fiche de renseignement. Et on voit finalement que cette fiche de renseignement, aujourd'hui, elle a une force qui est tout autre, puisqu'encore une fois, elle peut aboutir notamment à des mesures administratives. Et c'est vrai qu'avec non seulement l'état d'urgence qui a été pérennisé en 2017 dans le droit commun par la loi SILT, qui a permis finalement d'intégrer certains outils qui étaient avant contenus uniquement dans la loi de 1955 sur l'état d'urgence, et plus généralement aussi avec l'amoncellement de lois antiterroristes et de lois de renseignement. Je pense notamment à la loi de 2015 qui élargit énormément les outils de renseignement. On peut penser qu'il y a aujourd'hui une extension du personnes qui sont susceptibles de faire l'objet de fichage, mais qui dit extension dit nécessité aussi que le contrôle juridictionnel soit un contrôle juridictionnel qui soit renforcé. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, évidemment, j'entends aussi en tant qu'avocat de la défense différents cas qui peuvent être mentionnés de terroristes qui sont passés à l'acte et qui étaient fichés S. Sauf qu'en réalité, on vit dans un état de droit et les 30 000 personnes qui font l'objet d'un fichage S, on ne va pas recréer un Guantanamo pour toutes les mettre en détention sans aucun contrôle, soit d'un juge judiciaire, soit d'un juge administratif. Ce serait complètement anticonstitutionnel et on peut le comprendre, puisque, encore une fois, c'est uniquement sur la base de renseignements qui sont des renseignements administratifs. Donc ça, c'est déjà un des périls. Et puis, deuxième péril, c'est que vous avez aujourd'hui, mais c'est un fait, là encore, qu'on peut constater ces dernières années, il y a une dérive autoritaire qui est en train de s'aggraver de façon assez considérable, avec une criminalisation de toutes les formes d'opposition, non seulement toutes les formes d'opposition, mais aussi qui peuvent être associatives. On a vu aujourd'hui la décision qui a été rendue dans l'affaire Cédric Herrou, qui est enfin relaxée du délit d'aide à l'entrée, ou en tout cas au séjour, etc. Mais de personnes sans papier. De personnes sans papier, mais c'était une décision qui était obtenue après des années et des années de combat judiciaire. Donc non seulement quand vous avez un contrôle juridictionnel qui est défaillant, et en plus un État qui exerce quand même des instruments qui sont répressifs à l'égard non seulement de l'opposition, mais aussi de militants associatifs, tout porte à craindre quant à l'utilisation qui peut être faite de ce fichage, même si, encore une fois, il ne s'agit pas de le rejeter en se disant une vision purement manichéenne, le terrorisme n'existe pas, il y a une absence. Existe, exactement, oui. Évidemment que le terrorisme existe, et évidemment qu'il faut repenser des outils, et nous ne sommes pas tous des terroristes, et il faut l'accepter. Je veux dire, il faut accepter qu'il y ait des personnes qui peuvent être touchées extrêmement durement par des mesures purement administratives, et qu'aucune raison n'existe dans la loi pour qu'on vienne les priver de leurs droits et les priver de la possibilité de contester les informations qui peuvent, encore une fois, être dans les petits papiers du ministère intérieur. Et encore une fois, ce serait d'autant plus regrettable que finalement, ce serait une espèce de fiche S qui serait presque un réservoir dans lequel vous rentrerez sans possibilité d'en sortir. Et on voit évidemment le péril qui peut exister. Je crois qu'il faut aussi parfois faire confiance aux personnes lorsqu'elles arrivent devant les juridictions et qu'elles produisent un certain nombre d'éléments qui permettent d'acquérir la démonstration de leur bonne foi. Est-ce que, alors aux médias, nous ne sommes pas des fans absolus de l'Union européenne, mais est-ce que c'est un combat qui peut être mené auprès de la Cour européenne des droits de l'homme? C'est un combat qui peut être mené auprès de la Cour européenne des droits de l'homme parce que le FPR et le fichage S portent atteinte déjà à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit à la vie privée. Et on voit bien qu'ici, si ça débouche sur des mesures qui sont attentatoires, alors je ne parle même pas d'ailleurs des mesures éventuellement d'écoute qui peuvent répondre à des régimes spécifiques, mais ne serait-ce que lorsque vous déplacez à l'étranger, et Noam le disait à juste titre, où on va venir contrôler les documents d'identité des personnes qui voyagent avec vous, ça manifestement c'est attentatoire à la vie privée. Donc déjà il peut y avoir un droit de contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce fondement.
Et surtout, je pense que le contrôle aujourd'hui qu'on peut attendre de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est quant au caractère équitable de la procédure et quant à l'effectivité du recours. Parce que n'importe quel citoyen, n'importe quel justiciable peut bien comprendre que le fait de pouvoir exercer un recours, mais en même temps qu'il y ait une procédure qui soit en dehors du contradictoire avec des informations qui sont directement versées au juge sans même pouvoir exercer un contrôle, c'est tout de même assez curieux. Et d'ailleurs, on l'a bien vu parfois dans certains cas emblématiques où les personnes, par les gardes à vue, avaient eu accès aux informations qui fondaient les fiches S, et même en ayant finalement accès aux informations, eh bien, elles n'étaient même pas admises à en débattre contradictoirement, puisqu'il y avait toujours une part du débat qui se tenait en dehors de leur présence. Donc tout ça pose évidemment des difficultés qui doivent amener à une réflexion collective qui est une réflexion indispensable, parce qu'avec la recrudescence ou au moins la permanence de menaces et dont la menace terroriste, c'est sûr qu'il faut que ces outils puissent exister, mais encore une fois, il doit y exister un équilibre avec les droits de la défense, avec les droits du justiciable, pour qu'effectivement l'état de droit puisse exister, et état de droit qui doit d'autant plus exister que demain en plus on pourrait être face à des régimes encore plus autoritaires que celui qu'on connaît, et avec une utilisation qu'on ignore complètement des outils qui pourraient être utilisés tout à fait à des fins de fichage politique, si ce n'est pas déjà le cas dans certains dossiers. Noam, le mot de la fin? Alors, on s'aperçoit au regard des échanges qu'on a pu avoir que c'est une question qui est extrêmement complexe. Effectivement, la nécessité d'exercer des surveillances, on s'aperçoit que finalement c'est une question d'expertise, de ciblage. C'est-à-dire que c'est pas une question de casquette. On ne peut pas donner un pouvoir de coercition, un pouvoir de surveillance à des copains. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, l'État français est organisé comme tel. C'est-à-dire que on dit souvent que le ministre de l'Intérieur doit être un fidèle du président de la République, etc. Mais ça requiert quand même une compétence technique, je dirais que la sécurisation finalement des Français, la réforme de l'institution policière et des institutions de sécurité en général, c'est un chantier qui demande finalement de pouvoir peser les choses au regard des expériences qu'on a eues. On s'aperçoit qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas, globalement. On n'arrive pas à empêcher les attentats, on n'arrive pas à empêcher les émeutes urbaines, si ce n'est en montrant les muscles, en envoyant des contingents de CRS, mais c'est extrêmement coûteux pour la collectivité. Donc il ne s'agit pas de tenir des discours démagogiques ou populistes en disant oui, mais finalement on va créer un Guantanamo à la française, on va y jeter tous les fichiers S étrangers vont être expulsés, etc. Le droit, c'est quand même un petit peu plus complexe, mais en même temps, on ne peut pas, laisser progresser les idéologies extrémistes qui portent atteinte et qui menacent la civilisation et la sûreté de l'État. Je veux dire très clairement, il y a un juste milieu à trouver et on ne s'en sortira pas avec des slogans. Ça demande quand même un certain nombre de questionnements, de réformes qui vont devoir se montrer efficaces très rapidement dans le temps. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai promis de dire à ce jeune homme qu'il était complètement fauché, que ses enfants souffraient de sa situation, qu'il cherchait du boulot. On ne pourra pas jouer les intermédiaires. Je veux dire, les gens peuvent commenter, etc. Mais en tout cas, ce jeune homme se trouve dans une impasse aujourd'hui. Il manifeste, il prétend en tout cas être de bonne foi. Moi, je ne peux pas trancher en sa faveur ou en sa défaveur. Je peux juste passer le message. Et puis voilà, c'est tout. Donc j'espère que cette émission aura été instructive pour l'ensemble de nos auditeurs. Merci à vous deux. Le média est un média indépendant qui ne vit que des contributions de ses donateurs et des cotisations de ses sociétaires. Parce que oui, le média est une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif qui ne pourra se développer et opposer aux médias des milliardaires une alternative que si vous participez, c'est souvent le prix d'un café par semaine qu'on vous demande. C'est nécessaire pour la démocratie dans ces moments troublés. Merci de nous soutenir, de mettre des petits pouces bleus, de partager, de donner à l'alternative les moyens de se poser concrètement face aux médias des milliardaires, aux médias dominants, aux médias du pouvoir. Merci et à la semaine prochaine. Chaque jour, l'espace de nos libertés se rétrécit. Nos habitudes, ce que nous considérions comme nos acquis, sont brutalement remises en cause. Dans la période de doute que nous vivons, plus que jamais, la liberté d'informer est un enjeu essentiel qu'il nous faut défendre pour garantir toutes nos libertés. Les médias installés ne cachent même plus leur haine de la contradiction. Il est important de questionner leur légitimité dès lors qu'ils répandent sans honte une propagande gouvernementale
et stigmatisent, divisent pour permettre à leurs maîtres de mieux régner. Indigéniste, islamiste. Il est de notre devoir de dévoiler les préjugés de ceux-là pour qui un manifestant n'est qu'un délinquant. C'est du maquillage, on vous rassure. Du sang sur un visage, rien que de la peinture, un réfugié, un problème à effacer. Si je retourne au Soudan, est-ce que je vais pouvoir rester en vie ou est-ce que je vais mourir? Notre engagement, c'est de vous donner la parole. À vous, citoyens pacifiques ou en colère, syndicalistes, activistes, indignés, opprimés et oubliés de la République. Penseurs et intellectuels libres. C'est même la finalité de la démocratie que de réviser ses propres institutions. Donc si on a une force armée qui les défend contre tout changement, c'est plus la démocratie. Vous tous qui avez une parole à défendre, parce que vous portez des valeurs, un idéal commun. Si le gouvernement français nous avait écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui pour Cédric Chevia. Cela fait 3 ans que nous avons décidé de construire une alternative aux médias des milliardaires. 3 ans qu'en dépit de tout, grâce à votre volonté, nous tenons. Un journalisme indépendant, c'est hyper important, un journalisme progressiste, humaniste, féministe, écologiste. On les appelle les sociaux, mais ce sont surtout des citoyennes et des citoyens qui chaque mois, et à hauteur de leurs moyens, donnent de l'argent, de leur temps. Je vais dans les manifestations, je prends des images que j'envoie aux médias. Au travers de nos enquêtes et de nos reportages, de nos articles, ce sont leurs voix que l'on porte. Sans eux, nous n'existons pas. Le média, comme vous le savez, ne vit que des cotisations de ses sociaux. Dès notre création, la question de la mise en adéquation de notre structure avec notre modèle et notre manifeste a été au centre de notre réflexion. Nous avons réussi ce pari fou. Aujourd'hui, nous faisons le pas qu'il fallait faire. Nous devenons une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, associant sociétaires, bénévoles, salariés et partenaires. Par ce choix, nous réaffirmons notre refus d'être mis au service d'une personne ou d'une ambition. Et nous remettons entre vos mains ce que nous avons construit et défendu au prix de nombreux combats. Rejoignez-nous dans ce combat contre les certitudes du macronisme triomphant et de ces relais médiatiques qui fracturent notre pays. Les gens qui nous dirigent, et ça je dis ça avec la plus grande gravité, sont des ignorants complets. Rejoignez-nous pour consolider un média coopératif au service de l'intérêt général humain. Eh ben on va se battre, on va se soulever. Rejoignez le média